Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakiza. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Focus Sahel qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au menu ce soir, les veuves et orphelins des militaires au Mali luttent pour leurs droits et leur subsistance. Notre correspondant, Lamissa Sangaré, donne un aperçu de leurs défis à Kati, près de Bamako. Les déplacés du Burkina Faso à Bobo-Dioulasso face aux épreuves de la saison des pluies, maisons effondrées et abris emportés par les intempéries, nous dira notre correspondant Alidou Ouedraogo. Recoudre le tissu social au Mali, l'Union européenne, par le biais du centre Ndomo de Ségou, a lancé une initiative pour la cohabitation pacifique au centre du pays. Dans notre fait marquant de la semaine, fin pour la MINUSMA au Mali. Pour en parler, nous retrouvons Sékou Tangara de notre station partenaire Africable Télévision à Bamako. Vous nous suivez en direct sur VOA Afrique, Facebook et YouTube. Je suis ravi que vous vous joigniez à nous dans ce voyage de découverte et de dialogue. Au Mali, les veuves et orphelins des militaires tombés au combat peinent à survivre malgré quelques efforts du gouvernement. Notre correspondant Lamissa Sangaré a rencontré un groupe de veuves regroupées au sein d'une association à Kati, en périphérie de Bamako, qui se bat pour défendre leurs droits. Suivez. Ce soir-là, dans la maison familiale de Djeneba Keïta, responsable de l'association pour la défense des veuves militaires et paramilitaires à Kati, on y trouve quelques femmes. En temps normal, elles sont près de 80 femmes à se réunir pour discuter de leurs problèmes et donner leurs cotisations. Oumou Fall est l'adjointe à la responsable de l'association. Nous faisons une cotisation entre nous, les 5 de chaque mois. Ça fait 2500 francs par personne. Cela nous aide énormément. Ces rencontres mensuelles sont des moments de jouissance pour bon nombre d'entre elles. Djeneba Keïta, la première responsable de l'association, nous explique leur quotidien. Celles-ci sont obligées d'épuiser l'eau pour en vendre dans les sentiers de construction. Certaines ramassent du gravier et d'autres des vieux bidons pour vendre de l'eau. C'est ce qui leur permet d'entretenir les enfants. Elles préfèrent cela aux débauches. Vivre, c'est vivre dans un nouveau monde. Mais pour autant, ça ne voudrait pas dire qu'il faut vendre sa dignité. Elle se voit dans l'obligation de mener ses petites activités selon Adam Mariko. Nous sommes obligés de faire ces petits travaux car la pension ne suffit pas pour tout faire. Moi qui vous parle, je ne dépense même pas 30 000 francs CFA en pension. Imaginez la prise en charge des frais de scolarité, des ordonnances et autres dépenses de la famille. Avec 30 000 francs CFA, ce n'est vraiment pas possible. L'avènement de la transition au Mali a été une aubaine pour ces femmes. Djeneba Keïta. J'avoue que nous avons assez souffert dans le temps, mais la transition nous a vraiment soulagés. Nous remercions Dieu car de nos jours, des convois militaires sortent rarement sur des mines. Nous, veuves, nous étions carrément exclus de la société. On nous traitait de tout, sorcières, prostituées et j'en passe. Notre situation s'est considérablement améliorée ces temps-ci. La seule chose présentement, c'est le chômage de nos enfants. La prise en charge des orphelins de guerre s'est faite à travers un programme spécial dénommé Pupilles de la Nation. Ce programme est géré par une ONG du nom de l'ONU Pima. Les veuves s'en félicitent.
Je suis vraiment soulagée depuis que j'ai commencé à travailler avec l'ONU Pima. C'est une ONG qui soutient les pupilles de la nation. Chaque enfant perçoit de cette ONG une somme forfaitaire de 200 000 francs CFA le trimestre pour les petits besoins. Adam Mariko a jugé cet effort insuffisant. Le programme sur les pupilles de la nation ne concerne que les orphelins de guerre, alors que certains militaires meurent de maladies à la maison. C'est injuste que leurs ayants droit ne bénéficient pas de soutien. En dépit de ces efforts de la première responsable de l'association et de quelques contributions de l'État du Mali, ces veuves se disent délaissées et même victimes de tentatives d'instrumentalisation par des individus mal intentionnés. Lamissa Sangaré, Kati, VOA Afrique. Merci Lamissa Sangaré pour ce reportage. Il est en ligne avec nous. Il va partager avec nous ses impressions sur ces veuves qu'il a rencontrées. Lamissa, bonsoir. Bonsoir Eric, bonsoir à tous nos auditeurs. Voudriez-vous nous partager quelques témoignages ou des histoires inspirantes parmi les veuves que vous avez rencontrées? Bien sûr Eric. Alors je me souviens encore des difficultés qui m'ont été racontées pour celles qui ne sont pas parvenues à établir les certificats de décès de leur défunt mari et à insérer les actes d'état civil des enfants dans les circuits administratifs avant 40 jours, qui est la date requise après le décès du mari pour insérer les actes administratifs pour avoir droit aux pensions. Alors, ces femmes peuvent faire plusieurs années sans pouvoir toucher la pension parce que tout simplement, elles n'ont pas pu insérer le dossier administratif des défunts maris 40 jours après le décès du mari. Alors, pendant ce temps, elles se voient obligées de ramasser des graviers, de travailler dans les chantiers de construction et de cueillir du bois de chauffage pour en vendre. Vraiment, ça m'a vraiment touché et je pense que ça c'est vraiment touchant, surtout pour les enfants qui se voient expulsés des logements dans lesquels ils étaient avant le décès de leur papa. Donc, vraiment, c'est des actes qui m'ont vraiment touché. Oui, Sangaré, donc vous avez été sur le terrain. Est-ce que existait-il des dispositifs de soutien psychologique ou de formation professionnelle pour aider ces veuves à reconstruire leur vie après la perte de leur conjoint? Essayez de vous éloigner un tout petit peu de votre téléphone pour vous capter à 5 sur 5. Alors, je me souviens aussi, pour ce qui concerne les soutiens psychologiques, Eric, je me souviens que c'est la Fédération des associations des veuves dont j'ai rencontré les membres pour faire mon reportage, c'est cette fédération qui organise des rencontres de partage d'expérience entre les veuves. Donc, ces séances de rencontres constituent un véritable dispositif, selon elle, pour le soutien psychologique. Mais elles se consolent entre elles. Donc, en 2021, je me rappelle, elles me disent que la fédération a organisé un grand forum pour la formation professionnelle des veuves. Donc, ce forum, pour elle, a réuni des femmes venues de toutes les régions du Mali et ça leur a permis d'avoir beaucoup de choses. Mais pour ce qui concerne l'État du Mali, l'État a voté une loi qui s'intitule la loi numéro 2016-058 du 27 décembre 2016. C'est cette loi qui a institué la loi sur les pupilles de la République. Donc, et l'Office national des pupilles de la République a été créé à la même année. Donc, cet Office national des pupilles de la République prend en charge les frais de scolarité et les frais de soins des enfants dont les parents sont tombés sur les champs de bataille. Donc, la formation professionnelle, la formation technique et professionnelle pour les pupilles est prise en charge aussi par cette même office pour les pupilles non scolarisés et les pupilles déscolarisés. Donc, à part cela,
vraiment, tout ce que j'ai constaté, c'est l'effort principal de la Fédération des associations de veuves qui est en train de soutenir ces femmes-là sur le plan psychologique et sur le plan professionnel. Et comment l'association contribue-t-elle à défendre les droits de ses membres et quels sont les objectifs et réalisations jusqu'à présent? Alors, sur ce point, en un premier lieu, l'association se bat pour faciliter l'insertion sociale de ses membres. Donc, après leur familiarisation avec les restes des membres du groupe, parce que pour chaque femme dont le mari décède, donc immédiatement, la Fédération des associations va vers la femme dont le mari est décédé. Donc, elle intègre immédiatement l'association. Donc, le premier travail, c'est la familiarisation avec les restes du groupe. Donc, elles font des partages d'expérience. Donc, c'est ce qui leur permet vraiment de supporter beaucoup de choses. Alors, après cela, l'association les aide à comprendre les démarches administratives auprès des autorités compétentes. Donc, chaque membre qui rencontre des difficultés après cela, quelle que soit la nature de la difficulté, elle bénéficie automatiquement du soutien du grand groupe. Donc, cette solidarité agissante entre elles est perceptible dans toutes les actions de cette association. Et elles organisent une tontine, comme je l'ai dit dans les reportages. Cette tontine mensuelle les permet aussi de pallier aux difficultés financières dans les foyers. Donc, comme les prix des condiments et autres petits besoins des enfants à l'école ou à la maison. Donc, l'association s'est aussi considérablement bâtie pour l'incorporation de plusieurs orphelins dans l'armée. Donc, c'est ce qu'on peut retenir en gros comme effort consenti par l'association pour l'épanouissement de ces femmes-là. Lamissa, quels sont les projets futurs de l'association et comment envisage-t-elle de faire évoluer la situation des veuves et des orphelins des militaires à long terme? Alors, quand je leur ai posé la question de savoir quel est leur projet futur, alors, elles disent qu'elles envisagent la construction d'un centre de formation qui sera également un centre d'exposition, un centre multifonctionnel pour les veuves. Donc, ce qui va permettre aux veuves et aux orphelins d'apprendre la couture, la teinture et autres activités génératrices de revenus. Parce que le bas du problème, c'est les revenus dans les foyers. Donc, elles veulent se concentrer sur les activités génératrices de revenus pour permettre aux veuves et aux orphelins de pouvoir supporter la perte soit du parent, du papa, soit du mari. Donc, elles ont tenté cela, selon elles ont tenté cela depuis longtemps, mais elles ont été butées au problème du local et même au problème des bailleurs de fonds. Donc, les autorités communales sur qui elles avaient compté ici à Kati pour avoir un local, et ils n'ont pas donné de suite favorable à leur demande. Mais jusque-là, elles continuent à se battre pour pouvoir avoir un local digne de ce nom qui va leur permettre de pouvoir apprendre beaucoup de choses, surtout sur le plan économique, pour leur permettre de pouvoir supporter les besoins de la famille. En termes de politique et de mesures concrètes, que font les différents, les différents acteurs et le gouvernement malien pour améliorer la situation et garantir les droits de ces veuves et orphelins? Alors, en quelques secondes. Pour ce qui concerne le gouvernement, comme je l'ai dit, depuis 2015, le gouvernement a élaboré une loi qui a été votée en 2016, précisément en décembre 2016. C'est cette loi principalement qui permet au gouvernement de pouvoir les soutenir. Il y a aussi la loi d'orientation et de programmation militaire qui a été adoptée par le gouvernement. Cette loi aussi permet de prendre en charge les militaires même en activité et même après le décès des militaires, les ayants droit des militaires bénéficient de beaucoup de choses en fonction
de la loi d'orientation et de programmation militaire et surtout en fonction de la loi sur les PPI de la nation. Alors, il y a certains ONG qui interviennent aussi, qui appuient ces femmes-là, mais ça, c'est insignifiant selon les dires de ces femmes-là elles-mêmes. Alors, ça, c'est insignifiant, mais en tout cas, elles continuent à se battre pour pouvoir avoir le soutien de beaucoup plus d'ONG pour pouvoir les aider à pouvoir supporter la perte des maris et à pouvoir supporter pour les pupilles la perte des parents directs. Lamissa Sangaré, merci beaucoup pour toutes ces explications et votre reportage. Bonne soirée chez vous au Mali. Merci Eric. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations à influence étrangère, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com et toutes nos plateformes digitales. La saison des pluies s'installe progressivement au Burkina Faso, apportant avec elle des vents violents et des pluies parfois torrentielles. Malheureusement, cette période se transforme en cauchemar pour de nombreux déplacés qui se retrouvent sans abri. Les vents violents et les fortes pluies provoquent l'effondrement de leurs maisons ou emportent leurs abris temporaires. Suivez ce reportage d'Alidou Ouedraogo, notre correspondant à Bobo Dioulasso. À plus de 80 ans, Alizata Ouedraogo est déplacée. Elle a fui les exactions terroristes à Kaya au centre-nord, à plus de 500 km de Bobo Dioulasso. Installée à Sabarebougou, un quartier précaire de la ville, elle a vu sa maison s'écrouler avec les premières pluies. Pour se reloger, elle ramasse des sachets plastiques qu'elle vend aux pépiniéristes à 1 franc l'unité. Alizata Ouedraogo refuse toute mendicité pour se reloger. Quand il y a un événement quelque part, je vais ramasser les sachets en vue de les revendre. Ça m'empêche de mendier. Ce n'est pas facile, mais avec ce que je gagne, j'arrive à gérer le reste de mes jours. Elle n'est pas seule dans le cas. Dans plusieurs quartiers, beaucoup de sites d'accueil pour déplacer sont en ruine du fait de la saison pluvieuse qui commence et Alimata Nana n'a où aller. Bon nombre de mes frères ont été tués, au moins 6 membres de ma famille. Nous avons fui devant la mort. Avec ces problèmes de logement maintenant, ce sera difficile. Il faut débourser 25 000 ou 30 000 maintenant pour avoir une maison. Certains d'entre nous ont été déguerpis de leur habitat pour défaut de paiement. C'est le même cas pour Amidou Ganame, venu de Nefroulaye à une centaine de kilomètres de Bobo Dioulasso. Il cherche une maison inhabitée. Nous avons été chassés de nos terres. Ici, nous avons tous les problèmes possibles. Pas de nourriture, pas d'eau et surtout pas où dormir. C'est très grave. À 33 ans, Aïda Paré gère une ONG. Elle emploie 300 femmes déplacées sans abri qui fabriquent des produits locaux. Grâce à cette activité, elle les reloge progressivement et chaque femme gagne 1000 francs par jour. On a pris des locations qu'on paye. Les gens logent dans une location à part. Il y a des autres, on a trouvé les non-outils, mais là-bas c'est moins cher. Une pouvait faire 5 000 francs. Mais dans les autres coins, on paye ça à 30 000 et 25 000. Où loger en cette saison pluvieuse qui commence reste le combat quotidien de milliers de personnes déplacées à travers le Burkina. Alidou Ouedraogo, Bobo Dioulasso pour VOA Afrique.
au Mali, le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé vendredi la fin de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali. Il a été décidé un départ accéléré sous 6 mois conformément aux souhaits du gouvernement militaire de transition malien. C'est notre fait marquant de la semaine qu'on aborde avec Sékou Tangara de notre télé partenaire à Bamako, Africable Télévision. Sangara, bonsoir. Bonsoir Eric. Alors, comment cette force onusienne est-elle tombée en disgrâce avec l'arrivée des militaires au pouvoir et quelle est la perception des Maliens concernant ce départ de la MINUSMA? C'est une excellente question qui mérite d'être posée parce que si le régime précédent, le régime du président Ibrahim Boubacar Keïta, s'était accommodé de la MINUSMA et de son mandat qui n'avait pas vocation à lutter contre le terrorisme, ce ne fut pas le cas pour ces autorités de la transition, pour ces militaires. Ils sont arrivés en 2020 et déjà à partir de 2021, on verra toute l'approche méthodologique qu'ils ont mise en place pour non seulement dénoncer le mandat de la MINUSMA, sa présence avec toute la méthode. Vous vous rappelez l'allocution du Premier ministre Choguel Maïga à la tribune des Nations Unies en 2021. Vous vous rappelez également le passage du colonel Abdoulaye Maïga, le ministre d'État, Premier ministre par intérim. Et on se rappelle également le passage le 16 juin dernier du ministre Abdoulaye Diop avec cette demande ferme de fin sans délai du mandat de la MINUSMA. Si l'approche méthodologique était au sommet de l'État, on verra également au niveau de la société civile, des mouvements s'étaient également organisés pour souvent battre le pavé à Bamako et dans certaines capitales pour dénoncer la présence de la MINUSMA, parce que pour tous ces mouvements, si le chapitre 7 demande le maintien de la paix, le rétablissement de la paix et l'imposition de la paix, pour eux, la MINUSMA n'était qu'au premier palier, à savoir le maintien de la paix, alors que la situation au Mali exige l'imposition de la paix, l'utilisation de moyens armés pour lutter contre le terrorisme. Ce n'était pas le mandat de la MINUSMA et il ne pouvait pas rester. Et quelles sont les mesures prises pour maintenir la sécurité et répondre aux besoins des citoyens maliens après ce départ? Bon, si l'on revient encore une fois au mandat de la MINUSMA, on se pose la question si son retrait va créer un vide sécuritaire en termes d'opération, parce que malgré la présence de la MINUSMA, il y a des villages qui ont été attaqués, décimés, alors que la MINUSMA était à 15 ou 20 kilomètres. Donc de ce point de vue-là, on ne peut pas dire que le retrait de la MINUSMA va créer un vide sécuritaire. Sur le plan militaire, c'est vrai, 168 casques bleus ont été tués, mais c'était lors du transport de convois logistiques. En termes militaires, on ne peut pas parler de bilan d'impact, mais les actifs de la MINUSMA sont beaucoup plus au niveau des œuvres sociales, des activités humanitaires. Sécurité militaire, je me pose la question si l'absence de la MINUSMA va constituer un vide, parce qu'en 10 ans de présence, sur ce terrain-là, il n'y a véritablement pas d'acquis. Tangara, quels sont les impacts du retrait de la MINUSMA sur les Maliens locaux employés par la mission en termes d'emploi et de sécurité économique, et comment cela pourrait-il affecter l'économie malienne dans son ensemble? C'est sûr, ce ne sera pas sans conséquence sur l'économie parce que on dénombre environ 4000 Maliens qui travaillaient directement au niveau de la MINUSMA à travers l'administration, le personnel d'appui, la logistique. À côté de cela, il y avait également un secteur informel qui gravitait autour de la MINUSMA en termes d'approvisionnement en denrées de première nécessité. Et puis ce n'est pas tout. La MINUSMA, le personnel de la MINUSMA, c'est également l'immobilier, c'est la location d'appartements. Donc tout cela mis ensemble,
on ne peut pas dire que cette fin de mandat va être sans conséquence sur l'économie de façon directe et même de façon indirecte. Par rapport à cette question, il y a eu une sortie des autorités qui disent qu'elles ne sont pas insensibles au sort des Maliens qui vivaient des subsides de la MINUSMA et que des stratégies vont être implémentées pour atténuer au maximum, atténuer au mieux l'impact de cette fin de mandat de la MINUSMA sur l'emploi et le travail de ces Maliens-là au niveau de la mission. Sékou Tangara, merci beaucoup pour toutes ces explications et bonne soirée chez vous. Merci Eric. Depuis 2016, le centre du Mali a été marqué par une escalade de violence, communément qualifiée de conflit intercommunautaire. Ces violences ont profondément affecté le tissu social de la région. Toutefois, de nombreuses initiatives émergent pour reconstruire ce tissu et favoriser une cohabitation pacifique entre les différentes communautés. L'Union européenne, par le biais du centre Ndomo de Ségou, a récemment lancé une initiative visant à former une centaine de jeunes issus des régions centrales au métier du textile. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de ces efforts de reconstruction. Notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko, nous livre son reportage. Suivez. Au Mali, les autorités ne sont pas les seules à œuvrer pour le retour de la paix. L'Union européenne, à travers le projet Jeunesse et Stabilisation, PROJES, met en œuvre à Ségou et dans d'autres régions du centre des initiatives pouvant créer des opportunités d'emploi et d'autonomisation des jeunes et lutter contre leur enrôlement par les groupes terroristes. Sa dernière initiative de formation de 120 jeunes des régions de Ségou, San et Mopti dans les métiers du textile entre dans ce cadre. Le Mali aujourd'hui n'est pas seul dans cette démarche-là. L'Union européenne, par exemple, évolue à côté du Mali depuis fort longtemps pour l'aider à apporter des actions complémentaires pour favoriser ce retour de la paix à travers beaucoup d'actions, de projets, programmes, notamment dont fait partie le programme Jeunesse et Stabilisation. Créé au début des années 2000, le centre Ndomo, connu pour son architecture qui rappelle celle soudano-sahélienne et qui s'évertue à vulgariser les traditions, va conduire cette formation de 3 mois en filature, le tissage et la teinture naturelle appelée Borolan. Ici, le tissage a une double vocation, matérielle et humaine. Le triangle, un travail bien fait doit être toujours félicité. La limite, chaque chose a une limite. Le rond, l'espoir d'une famille, un trésor. Vous voyez? Et lever comme ça veut dire la colonne vertébrale de poisson. La composition s'appelle l'union dans la diversité, Balmaya. Car en réalité, si le projet crée des conditions pour l'autonomisation des jeunes, son souci premier, c'est de contribuer aux côtés des autorités au retour de la paix dans le centre du pays. Cette formation va sûrement ramener la cohésion au sein des communautés du centre du Mali. Certains viennent de San, d'autres de Benina et de Mopti. On va échanger, apprendre à se connaître et tisser des liens d'amitié. Pendant ces 3 mois, ils vont communier, ils vont interéchanger pour que au moins la cohésion tant voulue par les autorités puisse se réaliser. Parce qu'au cours de leur formation, ils vont apprendre à se connaître, à se côtoyer et à lever toute suspicion ou, comme on le dit, d'amalgame. Parce qu'on a encore plusieurs ethnies aussi qui vont se retrouver. Résolument, tous les efforts de l'État malien et de ses partenaires sont désormais tournés vers le retour de la paix partout au Mali. Et cela passe par la construction de ponts entre les communautés. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako. Merci Mohamed, c'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci à notre public qui nous a accompagnés dans son voyage au Sahel. Merci également à nos correspondants. Eric Manirakiza était avec vous au micro, Fatouma Kalala Animassi, Joselle Morissin, Trésor, ils ont facilité la mise en onde.
Nous vous remercions d'avoir écouté Focus Sahel et nous vous disons à bientôt à tous les téléspectateurs qui nous regardent sur Facebook. Au revoir.